Vas-y vite. Quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Ouais. Bonjour, je m'appelle Mathis Evelyne et mon entourage m'appelle Eva. Je me retrouve actuellement dans une spirale judiciaire infernale qui a été provoquée volontairement par une famille de malades. C'est un règlement de compte familial et surtout bancaire, parce qu'on m'a fait porter un chapeau pour une chose que je n'ai pas faite. Ces personnes avaient le pouvoir de le faire et elles l'ont fait. Elles en avaient également les moyens. Cette famille, en général, est composée de magistrats, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Moi, on a détruit ma vie volontairement, donc il n'y a pas de raison que je m'assieds. Et ça dure depuis 40 ans. Mes parents ont osé porter plainte contre un violeur, hein, on va dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et cette personne faisait partie d'une famille très connue à l'époque qui a régné pendant 35 ans sur le petit village de Noroy-Veneur. Cette personne est de la famille Pierre. Donc on a recherché les documents, on ne les trouve pas, ils ont disparu. Ce message s'adresse donc à monsieur le procureur Mercury, qui est arrivé à Metz, au tribunal, au TGI, en septembre ou en octobre 2014. C'est également à monsieur le vice-procureur baron Adrien, qui fait partie de la GIRS. J'expliquerai pourquoi je m'adresse à lui également, ainsi qu'au juge d'instruction Marona, puisque j'ai eu affaire à deux dames, Madame Carpentier et Madame Parmentier, que je connais même pas, et qui rejettent toutes mes demandes, parce que justement, elle a été à bonne école avec un de ses magistrats au tribunal de Briey. Mais c'est pas de sa faute, parce que la plupart des juges ont été trompés. Tout le monde a été trompé. J'explique ça après. Et enfin, à monsieur le procureur général Bénet, à qui j'ai envoyé des documents qui venaient de Madame Toubira, qui a reçu directement de Madame Toubira, donc des fax, en disant de prendre l'enquête en main, puisque Monsieur procureur général Pin avait été contacté également, mais lui, il n'a pas bougé du tout. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu tellement de saleté qu'on avait confectionné autour de moi. On m'a carrément fait un manteau et on m'a fait porter un chapeau qui n'était pas le mien. Et j'ai découvert ça en 2009, quand j'ai demandé une carte de détective, parce que j'en ai eu assez. J'ai subi une très grosse escroquerie en 2007. J'étais associée, j'ai eu toute procuration écrite pour faire ce que j'ai fait. J'étais associée, donc il n'y avait pas de, je pouvais signer et tout, il n'y avait pas de problème. Donc je l'ai fait. Et les gendarmes, je suis désolée, mais bon, c'est la vérité, puisque tous les documents, je les ai en main, on est rentré chez moi pour me les voler. J'ai eu droit à une tentative de meurtre par drogue mélangée, toxine, qu'on a retrouvée dans mon sang. Là, ça serait difficile de le faire, que je me le fasse moi-même, il faudrait vraiment que je sois malade. Donc, on a retrouvé ça dans mon sang, j'ai failli mourir, je suis restée paralysée pendant 3 jours. Et pendant un an, presque un an et demi, les voisins ont pu voir que y a une ambulance qui venait toutes les semaines au début, après tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois maintenant. Et j'ai des très gros problèmes respiratoires, puisque il y a des moments où je vais juste à la syncope parce que ça m'a touché le foie et les reins. Voilà. Parce qu'il paraît que quand on retrouve une personne droguée chez elle, le procureur dit il n'y a pas d'enquête, c'est une droguée, c'est moins que rien, donc on ne fait pas d'enquête, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Et les gendarmes de Mézières, alors là, depuis 75 ans, il faut se poser la question, pourquoi qu'ils ont fait autant de saleté à ma famille et à moi pour étouffer les affaires. Mais ça, je raconterai après. Donc, les gendarmes ont été enregistrés en 2009, en 2010. Donc, j'ai ce problème respiratoire. Il va falloir que je me calme si je ne veux pas faire une syncope parce que j'hyperventile et je tombe de l'œil. Voilà. Donc, ces gendarmes, en 2010, ils ont été enregistrés, pour pas parler de Charton, Rodose, Point de Fer, qui a falsifié donc la plainte Sofemo de Crédit Mutuel et de Cial, où il y a plus de 500 victimes. La vidéo, je l'ai montrée à juge d'instruction Carpentier, je crois, parce que c'est bizarre, la deuxième, c'est Parmentier, vous voyez, comme ça on peut un peu se tromper. Après, on dit, oh ben la mentie, c'est toujours la même. Non, non, mais les choses sont faites exprès comme ça.
Donc Madame Carpentier a vu le document, a vu que c'était pas moi qui avais falsifié, puisque dedans les personnes disent mais c'est pas moi qui ai signé. Et c'est les mêmes papiers, hein. Mais là c'est pour des photovoltaïques. Et la deuxième vidéo qu'on voit sur YouTube, Escroquerie nationale Sofemo, c'est moi qui l'ai mis, puisque sur la deuxième vidéo, il falsifie le chèque, il demande de mettre un chèque au nom d'Eva. Bah oui, tout le monde me connaît. Et puis, bon, bah, l'escroquerie, après, on dit que c'est moi qui l'ai faite. Non, non, j'ai rien à voir avec ça. Si j'avais autant d'argent, je serais pas dans le caca comme je suis. Et puis, je serais partie depuis longtemps. Mais bon, là, je ne pars pas parce que j'ai rien à me reprocher. Ce n'est pas moi qui ai escroqué mon entourage. Et si je trouve ce moyen de mettre ça sur la vidéo, parce que je veux que la vérité se sache. Voilà. Crédit Mutuel et Sial, Cavalerie, blanchiment d'argent entre banques, Sofemo, filiale de Crédit Mutuel. J'ai également sur le dos un crédit qui s'appelle Fiat Crédit, que j'ai payé. On fait croire que je ne l'ai pas payé. Fiat Crédit, c'est Sofinco. Sofinco, c'est Crédit Agricole Consumer Finance. Avec la Société Générale et Sofemo, ils ont été accusés pour complicité d'escroquerie par hors de conso. Donc, j'ai ces trois banques-là sur le dos, alors qu'ils ont déjà été accusés d'escroquerie. Tout est fait pour faire croire que c'est moi qui ai escroqué mon entourage et volé les miens. Ma famille est devenue complètement folle. Mes neveux et tout ça, ils croient tout, parce que les gendarmes de Mézières. Donc maintenant, il y a les nouveaux, Perrin et Stracher. Donc j'avais demandé donc à Madame Toubira de faire le nécessaire auprès de Monsieur le procureur général Bénet, d'être entendue. Alors je me suis dit, je vais être entendue quand même, parce que depuis le temps, ça fait 10 ans presque, l'escroquerie date de 2004, et moi on m'a créé tous les problèmes du monde imaginaire. On m'a fait sauter mon permis, on est rentré chez moi, j'ai 40 000 € de dégâts, la tentative de meurtre, les drogues, mes animaux qui ont été massacrés, ma petite chienne, faut voir. Alors à tous les jours, chaque jour que Dieu a fait, chaque jour j'ai eu ces salopards aux fesses, on a détruit ma vie volontairement. Alors au début je croyais qu'on m'en voulait personnellement. Non, après je me suis rendu compte que on voulait détruire ma famille. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce qu'en s'attaquant à moi quand même, comme ça, on a détruit. Mon frère était contre moi, mon autre frère, ma sœur, ça a fait comme un... Enfin bon, c'est bizarre. Finalement, je me suis rendu compte que c'était ma famille qu'on voulait détruire. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était un règlement de compte. Mes parents ont osé porter plainte, donc, contre cette famille. Alors, je vais raconter l'histoire. En 75, donc, mes parents achètent une maison à Nord-Walveneur en 69. Ils y rentrent en 70. Moi, je n'étais pas là, je pars, je commence à travailler en déplacement. Et à ce moment-là, j'étais avec mon amie Françoise Lamiran. On a beaucoup voyagé. On est allé à droite, à gauche, à l'étranger, en Allemagne, en Italie, en Espagne. On a vécu notre petite vie de jeunesse, de femme, de gamine, quoi. Et ensuite, on s'est séparés parce qu'elle a trouvé quelqu'un, moi j'ai trouvé quelqu'un également, donc voilà. Entre-temps, c'était en 75, ma mère ne m'a jamais parlé de ça parce que ma mère est une personne très prude, mes parents sont des gens très bien, mon père n'a jamais bu, ne buvait pas, ne sortait pas sans ma mère. Je tiens à préciser ça parce que vu les saletés qu'on a racontées sur moi, je pense qu'on a raconté la même chose sur mes parents, puisqu'il faut détruire la famille et faire croire qu'on est des moins que rien. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire le nettoyage, mettre l'église au milieu du village pour pas dire le temple. Parce que je vais vous montrer une photo tout à l'heure et vous verrez le temple, ce que ça veut dire. Donc, en 75, ma jeune sœur qui est handicapée mentale, âge mental 12 ans, était chez mes parents, donc elle n'allait pas à l'école puisqu'elle sait ni lire ni écrire, et en attendant, mes parents ne trouvaient pas d'endroit pour pouvoir la mettre. Donc, elle restait à la maison. Mais mes parents travaillaient. Donc un jour, la gamine est attrapée dans les champs par 10 salopards, on va dire 10 chiens, hein, puisqu'il ne faut pas mâcher les mots. 10 chiens. Elle est violée par ces gamins là, des fils de gendarmes et tout ça, de notaires et de voyous du coin. Et quand mes parents se rendent compte de ça, ils vont à la police, bien sûr, de Mézières, hein, en 75, je précise bien, il faut bien écouter les dates. Et les gendarmes disent « Ah non, non, madame, non, non ». Ils refusent carrément de porter. Maintenant, ça s'appelle une tournante. Hein, voilà. Donc, ils refusent de prendre la plainte. Mes parents font des pieds, des mains et tout. Rien à faire. Bon.
Donc la gamine est soignée, machin et tout. 2 ans après, paf, récidive. Mais la manque de peau, c'est une espèce de fille qui s'appelle Evelyne Nowakowski, qui a fouillé dans toute la maison avec les voyous, pendant que mes parents n'étaient pas là, bien sûr. À ce moment-là, j'avais pas de maison, j'avais rien, j'avais même pas mon studio encore. Donc tous mes habits et toutes mes affaires étaient en haut. Et moi, à chaque fois que je revenais, je disais, mais c'est bizarre, je retrouve plus rien, on m'a volé, machin. Je disais à ma mère, mais c'est pas possible. Elle me dit, mais c'est pas possible parce que y a personne qui rentre. Ben si, ils rentraient déjà en 77, bien sûr. Hein. Mais mes parents voyaient rien, ils ont jamais rien compris. Comme moi d'ailleurs, jusqu'en 2009, date à laquelle j'ai demandé une carte de détective. Donc en 77, ma jeune sœur est entraînée par Evelyne Nowakowski dans les, pendant que mes parents n'étaient pas là, bien sûr, dans les caves à Voipy. Par 3 voyous, toujours les mêmes, de la même bande, hein, qui raquettaient, qui restaient impunis, fils de gendarmes, de notaires et truands du coin. Et comme ils n'étaient pas punis, ben bien sûr, hein, on peut en profiter, on continue. Et donc, ma jeune sœur, là, elle a été tabassée, vraiment dans un état épouvantable. Et en plus, après, ils l'ont pris par les cheveux, paf, et ils l'ont entraînée à l'arrière d'un café. Et là, il y avait un témoin qui a entendu dire, ben ouais, on va bien rigoler, on va faire venir des copains, et puis on va faire payer, on va s'amuser. Donc apparemment, d'après ce qu'il a dit, ça voulait dire qu'ils allaient la violer et qu'ils allaient prendre du pognon. Ça s'appelle proxénétisme, ça je crois, hein, je sais pas. Vous êtes procureur, même procureur Mercury, vous devrez bien comprendre ce que je dis. Donc, ce gendarme, ou ce militaire, je crois que c'était plutôt un militaire, il ramène la gamine à la maison, il profite de 5 minutes pendant que les autres rigolaient et tout, et que la gamine était en train de pleurer dans un coin, donc il la prend vite fait, et hop, il l'emmène, et lui demande où elle habite, elle lui dit, et lui explique, voilà. Donc il ramène la gamine à la maison, mes parents se demandaient où elle était passée, ouais, ils avaient cru qu'elle avait fait une fugue. Donc, il la voit dans l'état comme ça, elle avait la tête, il l'emmène à l'hôpital aux urgences où elle est restée plusieurs jours, voilà. Enfin 2 ou 3 jours. Donc bien sûr, là, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on sait qui c'est, et qu'il y a des témoins, et que quand elle est à l'hôpital, le médecin qui voit la gamine dans l'état, il dit, mais c'est pas possible, il faut porter plainte, non. Donc, eh ben, il porte plainte. Et là, notre Pierre X, parce que comme la plainte n'a pas été retrouvée, donc, et puis quand je vais à droite et gauche, on dit, il ne faut pas lui parler, il ne faut pas lui répondre, c'est un escroc, une voleuse, machin, voilà. Donc personne ne me parle parce que tout le monde a peur, parce que les gens ont été menacés également. Hein. Donc à ce moment-là, personne ne me parle. Donc ce Pierre X, on va dire, on ne sait pas qui c'est, a été quand même condamné à 2 ans de prison. Donc il doit y avoir quelque chose au tribunal. Alors si c'est pas aux assises, c'est quand même en correctionnel. Donc il faudrait rechercher par là Pierre de Noroy-le-Veneur, enfin Plénois, Noroy-Plénois. Donc voilà, le temps passe, et puis bon, on pense que cette affaire est terminée. Et moi je me rends compte que le temps passe, non, et que j'ai toujours ces gens-là, j'ai toujours l'impression d'être suivie. Même Françoise me disait, mais bon, on dirait que t'es parano, mais je suis pas parano, parce que finalement je les ai toujours eu aux fesses. Et en 83, mon petit père décède. On se posait la question, on se dit, bah tiens, c'est bizarre, c'était une force de la nature, parce que mon père buvait pas, fumait pas, c'était un travailleur invétéré, ça c'est sûr, tout le monde le connaissait. Et comme mes parents avaient acheté une maison, il perd son travail. Un homme qui a de l'or en main comme ça, c'est quand même bizarre qu'il ne retrouve pas du travail non plus. Donc, il a commencé à travailler, et ma mère a travaillé de son côté. Voilà. Et puis mon père décède, comme ça en 3 jours. Moi, j'ai toujours trouvé bizarre. J'ai dit à un moment, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est bien sûr, apparemment, je dois avoir un 3e œil et un 7e sens, parce que je vois toujours des choses que les autres ne voient pas, ou j'entends des choses. Voilà. Alors, on va dire aussi que je suis bizarre, mais bon, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a même sauvé la vie. Hein. Donc, mon père est enterré, et le jour dans l'enterrement, on reçoit des coups de fil bizarres, et je vois ma mère en pleurs, machin et tout, et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des salopards, et tout ça, bon. Le téléphone reprend, je dis, hop, je prends, et j'entends quelqu'un qui dit, et je n'oublierai pas la voix, hein, et on me dit, tu fais moins la fière, espèce de salope. Et je suis restée comme ça, j'ai dit, c'est pas possible, et je lui ai dit, viens me le dire en face, et je lui ai raccroché. Et donc j'ai eu, moi je pense que mon père a été assassiné pour que la famille soit dispersée.
Disperser pour mieux régner, il paraît, hein, ça se dit. Disperser pour mieux régner. Parce qu'avant, on était une famille très unie, avec beaucoup d'amour, et on était très ensemble. Et peu de temps avant, il y avait une fête au village, un truc comme ça, et j'avais dansé avec mon père, et mon père était très fier. Voilà. Parce que, bon, je dansais avec mon père, j'étais très contente, j'aimais beaucoup mon père. Alors il a fallu qu'on me le tue. Moi, je pense que mon père a été assassiné, il a été empoisonné. Comme moi, après, on a essayé de me tuer. Voilà. Donc, au moment de l'enterrer, ben, j'ai pris une petite mèche. On peut toujours faire des examens, hein, des trucs comme ça. Et j'ai mis ça dans une petite boîte en or et tout ça. Et je l'ai gardé. Et après, on décide donc de mettre un caveau sur sur la tombe, quoi. Et donc, le plus proche, c'est Mézières. Donc, on va voir la famille Morlot, et puis on dit, ben voilà, d'abord on appelle, et puis on dit, ben voilà, il faudrait un caveau. Moi, du coup, je dis à ma mère, ben, comme je voyage beaucoup, je vais en prendre un pour moi aussi. Et donc, au téléphone, on nous dit, ben, on va vous envoyer un commercial. Ben voilà, hein, c'est bien. Donc, le commercial arrive, et puis... c'est une personne, très bien de sa personne, un homme bien habillé, tout très poli. Donc on discute avec, on dit ben voilà, on voudrait ça, ça, ça. Hein. Et puis moi j'en prends un aussi, parce que bon, je voyage beaucoup, je prends beaucoup l'avion, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La preuve, hein, que mon père était jamais malade, du jour au lendemain, boum. Donc on prend 2 caveaux, on sympathise avec le monsieur parce qu'il fallait revenir. C'était donc, mon père est décédé au mois d'avril, donc on a commandé ça au mois de mai-juin. Donc il nous dit c'est bientôt les vacances, donc peut-être qu'il y aura du retard. On se dit c'est pas un problème. Du moment que mon père a le sien, moi normalement je dois avoir le temps. Donc ce monsieur revient, très sympa. Ce monsieur s'appelait Vallot Robert. C'était pas marqué sur sa tête à ce monsieur qu'il avait fait 3 ans avant un braquage, un des plus gros braquages du coin. Il y avait pour 1,5 milliard de francs. Mais bon, je ne le savais pas à l'époque. Hein. C'est que après, au mois de septembre, quand il y a eu la livraison et tout ça, que j'ai appris. Mais il m'a dit en même temps, je suis suivi constamment, donc je pense que, on avait sympathisé, il me tutoyait, donc je pense que tu vas l'être. J'ai dit, pourquoi qu'il me raconte ça? Parce que finalement, je le connaissais sans plus, j'ai dit pourquoi, voilà, je ne comprenais pas. Et en septembre, donc après la livraison et tout, il m'a dit, voilà, j'ai fait ça il y a quelque temps, je vais aller en prison. J'ai dit, pourquoi? Ben, j'ai fait quelque chose il y a 3 ans en arrière, on a fait un braquage. Il y avait pour 1,5 milliard. On a enterré l'argent dans les bois. Ça se passait à Tromborn. C'était à 37 km parce que j'ai demandé une carte de détective, il ne faut pas oublier. Hein. Donc si je sais tout ça, c'est pas parce que je suis dans le coup, mais c'est parce que j'ai fait des recherches, moi. Donc je pense que si moi j'ai trouvé, les gendarmes auraient pu trouver aussi. Hein. Voilà. Donc il y a Tromborn qui se trouve à 37 km de Metz. Et entre Tromborn et Metz, il y a un petit village qui s'appelle Condé-Norten, où il y a également un membre de la famille Pierre. Il faut faire marcher les neurones, hein. Excusez-moi, mais j'ai eu beaucoup de mal, mais finalement c'est comme une toile d'araignée, mais après on se rend compte que pif paf pouf, et que tout revient à la même famille. Voilà, ça va vous faire rire, je fais comme ça, mais bon, c'est pareil, parce que je ne peux pas faire autrement de vivre, d'avoir un petit peu d'humour dans ce qu'on m'a fait et dans on va dire, de ce cauchemar que je vis tous les jours. Hein. Je suis obligée de faire avec, de toute façon, je suis obligée d'avancer. Voilà. Donc, voilà. Alors, oui, taisez-vous. Oui, oui. C'est mes chats, parce qu'en plus je fais partie d'une association d'animaux et je fais partie d'une association du village, parce que Perrin et Stracher, ils font croire que personne ne me parle, c'est vrai, je parle aux gens, on me répond, mais si je demande des choses, non, il ne faut pas me répondre. Mais je suis une personne de communication, j'ai une licence ministérielle, je mélange tout, mais bon, ça fait rien, il faut le dire. Donc j'ai fait des spectacles, je suis allée jusque 2000 personnes par jour, et on a fait croire que c'était pas vrai, que je me prostituais. Alors voilà, donc en 2009 je reviens, donc j'ai demandé une carte de détective. Et en 2010, donc je découvre la vérité et là j'ai ma tentative de meurtre. Mais
en même temps que j'explique aux gendarmes et tout ça, il y a une personne qui me dit je suis encore une fois auditionnée par les gendarmes et je comprends pas, ça fait 3 fois, qu'est-ce que tu as fait encore? Je dis comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Il me dit oui, ça fait 3 fois, maintenant j'en ai assez. J'ai dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce qu'on m'a dit de me taire. Je dis bon, ben écoute, c'est pas grave, tu vas quand? Ben demain. Bon, ben je serai avec toi. Non, je veux pas et tout. Bon, j'y vais quand même. Le lendemain, je suis sur place et je mets un petit magnétophone dans sa poche. Voilà, je lui fais croire que c'est un téléphone et puis que je vais entendre. Donc il n'est pas trop d'accord, mais bon, je lui mets dans sa poche quand même. Et puis pendant 3 heures, ça enregistre et quand il sort, il veut plus me parler. Il me parle, il me dit t'approches plus de moi, je vais avoir que des problèmes, t'es un escroc. Je dis comment ça? J'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Et alors je vois qu'il s'en va et tout. Je dis attends, hop, et je mets vite ma main dans sa poche et je récupère l'appareil. J'arrive à la maison, puis j'écoute, mon Dieu, magnifique de corruption, je ne peux pas dire mieux. Hein. Alors on entend comment que Charton et Streicher, qui a fait la perquisition chez moi en 2014, qui a une plainte aux fesses pour fabrication de coupables, fait quand même la perquisition chez moi. Puisqu'on voit qui est enregistré et filmé, c'est encore mieux. Ça en 2014, mais ça on en viendra tout à l'heure. Donc on entend Charton qui dit aux gens, tu vas faire ce qu'on te dit, sinon tu auras tous les problèmes du monde, tu vas faire. C'est un escroc, c'est une voleuse, c'est une prostituée, elle fait ci, elle fait ça. Propos diffamatoires, mensongers, orduriers, et il obtient des signatures pour faux et escroquerie contre moi, sous la menace et sous le chantage. Il dit aux gens carrément, tu vas perdre ton boulot, tu fais ce qu'on te dit. Sinon, tu auras tous les problèmes du monde. Voilà comment on a obtenu toutes les signatures contre moi. Quant au Lamiran, Françoise, mon amie de Reims, donc elle qui était au courant, elle c'est simple. On lui a fait peur parce que elle devait acheter en 2007, enfin du moins son mari devait acheter un garage à Reims, par Carglass, là où je sais pas quoi, changer les pare-brises. Il devait avoir un crédit. Mais comme il était fiché, puisqu'il y avait eu l'histoire Sofemo, et que Françoise et moi, on avait porté plainte en avril 2007, en juillet 2007, donc il devait acheter son garage. Il ne pouvait pas puisqu'il était fiché. Donc, la Société Générale, qui a été accusée de complicité d'escroquerie avec Sofemo et Sofinco, lui a dit « il faut porter plainte contre quelqu'un ». Donc, au lieu de porter plainte contre Sofemo, qui est le complice de Sofinco et de la Société Générale, Gilles, qui n'était pas au courant de l'escroquerie, puisque Françoise ne l'avait pas mis au courant, puisqu'il avait fait une dépression nerveuse, donc lui, sa banque lui a dit, il faut porter plainte, c'est Eva. Hein. Donc on a porté plainte contre Eva, contre moi, alors que j'ai toutes les procurations, que tout est en règle. La banque, la Société Générale dit faut porter plainte contre Eva. Et Gilles, qui était pas au courant des transactions de sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Porte plainte contre Eva. Voilà. Je tenais à ce que vous soyez au courant de ça, puisque derrière le gendarme qui fabrique, l'enquêteur est un membre de la famille Pierre. Voilà. Donc ça a été facile pour eux de monter l'escroquerie, de monter toute cette affaire contre moi par défaut et de mentir au procureur, au juge et tout ça. Et il faut dire que derrière cette affaire, donc le Crédit Mutuel qui a été arnaqué, donc les 100 millions qui étaient enterrés, parce que l'argent qui était enterré lors du braquage par Valo-Robert, Fellrat et puis les autres, on n'en parlera pas parce qu'ils n'étaient pas au courant des diamants qu'il y avait dans les petits sacs qui étaient enterrés avec le demi-milliard. Hein. Ils n'ont pas été au courant. C'est quand Valo-Robert avec Fellrat qui se sont rendus compte que quand ils sont allés pour enterrer donc l'argent, ils ont vu qu'il y avait des petits sacs, ils ont ouvert, ils ont vu qu'il y avait des diamants. Mais qu'est-ce que des diamants font dans des sacs Banque de France pour des grands sacs où il y a l'argent, pour distribuer dans 5 ou 6 agences Crédit Mutuel? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Donc les sacs avec les diamants, ils devaient être dispatchés dans des agences Crédit Mutuel. Qu'est-ce que des diamants font là-dedans? On ne sait pas.
Donc c'est une histoire un peu mafieuse quand même. Donc Valo Robert, il me dit, nous, on nous a dit de nous taire, qu'on ne devait pas parler de ça aux avocats ni aux juges, parce qu'autrement ça allait aggraver notre affaire. Alors ils n'en ont pas parlé, et c'est normal parce que moi, depuis que j'en parle, alors j'en ai parlé à Rosburger, qui doyen des juges d'instruction. C'est pour ça que M. Maronna, vous avez dû reprendre les documents également. Vous devriez retrouver, il doit y avoir un truc comme ça, parce que j'ai écrit au moins 500 pages, mais finalement, jamais personne n'a pris ça en main, puisque j'ai eu Mme Parmentier, Mme Carpentier, et qu'elles ne veulent pas entendre parler de mes actes. Je dis que j'ai les preuves, mais je dis qu'il faut confrontation, mais on ne veut pas, parce qu'on a peur que la vérité se fasse. Alors, puisqu'on ne veut pas que je la fasse au tribunal, je la fais ici, là, vous comprenez ? Parce que c'est quand même ma vie qui est en jeu. Ça fait 40 ans qu'on me l'a pourri et moi je vais direct à l'abattoir. Hein, j'étais pas en correctionnel, j'étais pas ci, j'étais pas ça. On m'a fait sauter mon permis et grâce à ça, parce que j'étais complètement shootée, on m'a arrêté. J'ai demandé à faire une prise de sang, j'ai demandé à souffler dans le ballon. On m'a soufflé dans le ballon, d'accord, mais bon, souffler dans le ballon, on voit rien. La prise de sang, par contre, ils n'ont pas voulu, puisqu'ils ont vu que j'aurais été droguée. Mais c'est pas que des drogues normales. On est complètement... on marche, on voit les choses comme ça, et tout. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai ? Jusqu'à ce que je trouve un médecin, et qu'on se rende compte que j'avais de l'éthylène glycol dans le sang, du décapant à peinture, de l'antigel et puis des benzodiazépines. Moi, je prends pas de saleté comme ça, j'en ai pas besoin. Si je veux dormir, je vais faire un tour, je marche, je dors bien, j'ai pas de problème. Mais les benzodiazépines, c'est la drogue du viol, et mélangé avec l'antidouleur, là, des patchs de morphine, c'est mortel. Donc la nuit, on a retrouvé, parce que bon, j'ai eu un début d'incendie, on a ouvert la trappe, on a trouvé des patchs. Et on s'est dit, mais c'est quoi ça? Alors, après, je suis allée voir le médecin, j'ai pris un truc, c'était des patchs de morphine. Des patchs de morphine avec les diazépam, c'est mortel. Donc, les médecins pourront vous dire, oui, c'est vrai, j'aurais pu faire une crise cardiaque ou un truc comme ça, puis voilà, je serais morte. On n'aurait rien compris, on se dit, bon, c'est de la drogue. Voilà. Alors, raconter tous ces trucs-là, vous voyez... je commence à avoir un petit peu de problème de respiration. Je ne sais pas si je vais arriver au bout, mais parce que c'est comme un iceberg, vous voyez. Et là, c'est vraiment le petit bout, parce que ce qui est en dessous, c'est énorme. Parce que derrière tout ça, vous voyez, cette famille, avec l'enquêteur responsable, il y a un trafic de drogue énorme, un trafic de prostitution et un trafic d'escroquerie en bande organisée d'ampleur. Moi, j'ai découvert tout ça en 2009. Alors, en 2010, on s'est dit, mais il faut la trucider, cette bonne femme. Une femme qui a un cerveau, ça ne doit pas exister. Surtout ces hommes-là qui supportent pas les femmes. Vous comprenez? Donc, moi, on m'a tué mon père, on a tué des amis, on a tué Johan, qui était mon bras droit, parce qu'à un moment donné, j'avais trouvé une salle à Montois-la-Montagne, je faisais des spectacles, j'avais une licence ministérielle pour faire ça, j'ai raflé les plus gros contrats. Hein. Je faisais des spectacles pour les enfants, pour les troisième âge, pour les adultes, j'ai eu 3 livres d'or, j'ai fait le théâtre, l'Arsenal, j'ai fait des télés. Voilà, mais ça dérange une femme comme ça. Il faut la détruire, il faut marcher dessus, il faut la salir. Alors on m'a fait les plus grosses saletés. Alors derrière, j'ai écrit une petite lettre que je vous ai déjà envoyée, Monsieur Mercury, mais je ne sais pas si vous l'avez reçue, où il y a le nom des responsables. Je vais allumer la lumière. Voilà, je vais aller mettre mon petit doigt sur le bouton. Voilà, je ne sais pas si ça va... Alors ici, ça ne va pas aller parce que là, c'est le ventilateur. Alors on va approcher, pas bouger, voilà. Voilà. Comme ça, on va mieux voir. Alors parce que en plus... coucou, je suis là. Parce qu'en plus, il y a des huissiers qui se sont fait complices. Il y a des huissiers qui se sont fait complices. Est-ce qu'on voit ma tête? Ouais, ok, d'accord. Il y a des huissiers qui se sont fait complices, il y a des notaires. En 83, lors du décès de mon père, donc là j'ai un acte de vente qui a été falsifié. Il y a un beau faux. On fait croire que j'aurai l'argent du braquage et que j'aurai acheté ma maison cash. Hein, voilà. Alors on voit ici. Donc, ça c'est le notaire Garnier. Notaire Garnier,
qui est décédé, mais qui fait partie de la SCP Jacob à Metz. Comme par hasard, j'ai ma saisie immobilière là depuis le début. Il faut savoir que j'ai acheté avec la caisse d'épargne et que la caisse d'épargne, j'ai dû revendre et racheter 5 fois mes biens. Quand je parle de mes biens, c'est la maison où je suis là et la petite dépendance en face que mon ex-mari a retapé. C'était un petit poulailler qu'il a retapé et qui est un studio, un très mignon studio, que d'ailleurs j'arrive même pas à louer, puisqu'à chaque fois on m'envoie de la racaille. Parce que comme je suis sur écoute, puisque la cerise sur le gâteau, je la donnerai en dernier, c'est lui qui s'occupe des GIRS, c'est ça. Donc qui s'occupe de ça, qui est un Pierre aussi, et qui est à Nancy. Voilà. Et je crois que monsieur Baron, Adrien, vous venez de Nancy, donc vous avez connu ce monsieur également, qui dirige des hommes, qui fait des enquêtes et tout ça. Et c'est une famille, c'est quelqu'un de la famille. Donc on m'a bien pourri la vie, on m'a cassé du sucre sur le dos, on m'a détruit, on m'a sali. Et en me salissant moi, on se venge. Parce que mes parents ont porté plainte contre ce gars, on a détruit sa vie, enfin façon de parler, parce qu'il l'a refait. Hein. Il l'a refait d'une autre façon, mais la mienne, on m'a détruit. Voilà. Donc là, on fait croire que j'ai l'argent du braquage pour acheter ma petite maison ici. Voilà. Non, pas du tout. Moi, j'ai payé avec un crédit total. Voilà, c'est tout. Qui se permet de dire au notaire de faire des faux, hein? Il faudrait voir aller, c'est Jacob, hein, à Metz, SCP Jacob. Là, on voit que néanmoins, je prends, regarde, prends ici, comme ça c'est mieux. Néanmoins, je prends quand même, malgré que j'ai l'argent, je prends quand même. Alors je dis à ce moment-là au notaire, mais pourquoi vous me faites signer ça? Parce que c'est comme ça et tout. Bah moi, je fais confiance au notaire, hein. C'est un peu comme à Apollonia, les gens sur la Côte d'Azur, toujours l'escroquerie Crédit Mutuel, parce que moi, le Crédit Mutuel, il a fait partie de ma vie, du début jusqu'à la fin, hein, puisque le Crédit Mutuel a été escroqué, donc on fait croire que c'est moi qui l'ai escroqué, qui ai pris l'argent. Non, non, moi, j'ai pas piqué les 100 millions, et puis c'est surtout pas les diamants qu'il y a dedans, hein, voilà. Parce que finalement, j'ai réfléchi un petit peu, on a demandé aux personnes... Alors, pendant que les braqueurs, ils étaient auditionnés à Metz, par l'enquêteur Ripoux, complice hein, de la famille Pierre et puis du banquier Ripoux, donc il y a des tiers qui sont allés chercher l'argent, qui sont allés chercher les diamants, mais qui en même temps, eh ben, ils ont pris 100 millions de pourboire. Ils se sont dit comme ça, on ne sera pas passé pour rien. De toute façon, on va mettre ça sur le dos des voleurs, voilà, des braqueurs. Donc, on a foutu ça sur la tête de Valo, puisque Valo m'a dit, ils ont essayé de nous mettre ça sur le dos. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi qu'il me parle de tout ça? Lui, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je le connais juste parce que je lui ai dit de venir pour mettre un caveau pour mon père. Pourquoi qu'il me raconte tout ça? Ben voilà, c'est parce qu'il voulait me prévenir qu'il y avait cette histoire et tout, et que ça allait me suivre toute ma vie. Qu'il ne pouvait pas parler, peut-être qu'on lui a dit justement, enfin toute cette histoire a été montée aussi. C'est pour ça que je pense que mon père a été tué, pour que je rencontre ce Valo Robert qui avait fait le braquage 3 ans avant. Voilà. Donc, le notaire, il fait un faux, voilà. Donc après, je me retrouve avec Kiffer, qui donne les clés de mon appartement aux Deux Fontaines, et ça c'est en 85, et j'ai droit à une visite aussi, après continuelle, hein, parce que ma jeune sœur, elle habitait là, j'ai mon calibre en or qui a disparu, j'ai des bijoux et tout, et moi je croyais que c'était ma sœur qui m'avait volé, et j'ai dit c'est pas possible quand même, voilà. Donc on s'est disputé avec ma sœur. Donc on rentrait chez moi. Kiffer, immobilier, m'a dit j'ai fait des peintures, donc j'ai donné les clés. Mais il aurait pu attendre quand même que je sois là pour qu'on fasse des peintures, voilà. Donc on est rentré chez moi. Moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de peinture de fait, il n'y avait pas de travaux de fait. Par contre j'ai retrouvé mon chat 2 étages en bas, le bassin fracturé. Déjà là, ça commençait. Donc toute ma vie, on m'a fait du mal. On a massacré mes animaux, on m'a foutu les pieds dans... On m'a détruit tout ce que j'ai fait. Il a fallu que je le remonte sans arrêt. Et je pensais, bêtement, que c'était le hasard. Mais c'était pas le hasard. Le hasard, là, c'est un gros salopard, hein, qui s'appelle Pierre et qui est derrière moi et qui se venge. Et c'est une famille de magistrats et de militaires. Voilà. Donc nous avons ça. Et nous avons ici, alors... les visites domiciliaires, elles ont servi à me voler des documents de 18 ans en arrière. On va dire qu'il y a prescription, mais non. Parce que, là aussi, avec Perrin et Stracher, quand ils sont venus à la maison, ils m'ont piqué des factures
enfin que j'ai repayé bien sûr, puisque ça a été entièrement payé, mais des petits rappels. Alors on a fait croire que j'avais pas payé. Et là, on a Bob Petit. Et là, on retrouve Bob Petit, encore une fois, qui s'occupe avec un titre exécutoire, avec une fausse adresse. Alors comme ça, je ne reçois pas le document, mais 18 ans après, hop, on revient. C'est quand même bizarre qu'en 18 ans, on n'a pas retrouvé mon adresse, que ce soit à Sierre-les-Bains ou ici. Hein, et tout d'un coup, on revient. Par contre, alors je demande, alors il y a des SO, ils ont mis ça entre les mains d'une dizaine de sociétés de recouvrement, qui à chaque fois, alors il y avait un petit montant de 500 francs, qui se trouve aujourd'hui 5 500 €. C'est pas mal quand même, hein. Ça s'appelle du racket ça. Hein, voilà. Alors à l'origine, il y avait 500 € que j'aurais dû, mais moi je sais que j'ai tout payé, puisque c'était un crédit de 15 000 francs, et on voit que le document il est falsifié, puisqu'il m'envoie que la moitié. Ils ont plié la feuille en deux, donc on va marquer comme ça. Donc on voit mon nom, le montant, ici il y a du blanc, et on voit une croix 30 000, plus un chèque de 15 000, donc j'aurais pris 4 500 000, 45 000 francs à l'époque. Moi je n'ai pas pris 45 000 francs, c'est pas vrai, j'ai pris 15 000 francs. Et en dessous, normalement, et là c'est tout blanc, mais normalement en dessous c'est la Société Générale, comme on parlait tout à l'heure. Donc, Société Générale, si on voit le prélèvement mensuel, on verra que c'est bien 15 000 et que c'est pas 45 000. OK? Et on verra le nombre de mois. Voilà. Donc, je suis allée voir la répression des fraudes. Ils m'ont dit, mais c'est de l'escroquerie pure et simple, madame. J'ai dit, ben, bien sûr, je le sais. Ils m'ont dit, mais il faut porter plainte au procureur. Mais j'ai plein de plaintes comme ça qui vont procureur. Mais c'est vrai, les procureurs, ils changent tous les 4 ans. Et vous, Monsieur Mercury, vous êtes arrivé en septembre. Et vous avez écouté et vous voyez les dossiers qui ont été faits bien avant, qui ont été faits avant Couillot. Donc de Heinz. Et de Heinz, il y a eu un autre. Et Heinz, en 2010, avant Couillot, puisque je suis à l'instruction, Monsieur Heinz, Monsieur procureur Heinz disait « un classement s'impose ». Parce que lui, il n'était pas dupe, il avait vu que c'était un règlement de compte et que c'était n'importe quoi. Alors, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre Heinz et entre Couillot pour que Heinz dise un classement s'impose et que Couillot, du jour au lendemain, ne dit rien. Je suis allée le voir plusieurs fois et je lui ai donné les preuves. Et à chaque fois, il disait oui madame, oui madame, oui madame. Et il partait dans son bureau. Parce qu'à chaque fois que j'allais au GUG, à l'accueil, les documents ils disparaissent. On ne les retrouve pas. Donc, il y a bien quelqu'un qui vient. Parce que c'est vrai, il y a des caméras partout. Donc, il y a des enquêteurs. Les hommes en uniforme. Hein. Et quand je vais voir au parquet en bas, là, derrière, là, du procureur, la dame blonde me dit « Non, donnez ça là-bas au GUG ». J'ai dit « Maintenant, je suis là, je vous le donne ». Alors, je fais un double, voilà, paf, on met le tampon. OK? Donc, je donne les documents. Les documents sont donnés, mais après, ils sont volés. On ne sait pas où ils vont. Donc, à chaque fois, j'ai donné des documents à Heinz. Heinz a vu, puisque j'ai donné en main propre également. J'ai dit, voilà, monsieur. Lui, au moins, il les a regardés. Donc, il a dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas clair. Hein. Et donc, lui, il est parti et il a dit, un classement s'impose. Couillot, lui, pareil, je lui ai donné les documents, mais il les a pris, il les a donnés, il n'a pas voulu s'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre le départ de Heinz et l'arrivée de Couillot, j'ai droit à une tentative de meurtre par drogue mélangée par des visites domiciliaires chez moi à mon insu. J'ai des attestations des voisins avec écrit et enregistré où on entend les noms, donc je n'ai pas inventé, où ils disent que depuis 2009, 2010, 2011, 2012, ils les ont vus rentrer chez moi avec des camions. On a vidé ils ont tout vidé chez moi, on m'a pris plein de choses. Tous les documents qu'on m'a vidés, qu'on m'a pris, ont été falsifiés. Et je me retrouve avec des trucs de 18 ans en arrière qu'on falsifie et qu'on me demande de payer. Et quand on voit Cofidis, Monabank, on recherche un petit peu, on gratte, et on trouve que Monabank, Cofidis et tout le Bataclan, c'est toujours Crédit Mutuel qui est derrière. Mais qu'est-ce que j'aurais fait au Crédit Mutuel 18 ans en arrière ? Je cherche, j'ai rien fait. Par contre, on a fait croire que, et ce sont des enquêteurs, pourquoi a-t-on étouffé le viol de ma sœur? Pourquoi fait-on croire que? Parce que c'est un règlement de compte qui date de 75. Voilà. Et c'est un hiérarchique
qui est derrière tout ça, de la famille Pierre. Voilà. Et des familles Pierre, alors je retrouve au tribunal. Nous avons donc Alain Pierre qui a été conseiller à la cour d'appel au TGI de Metz et qui ensuite a été président du tribunal de Briey. Alain Pierre. Après, nous avons de la même famille Christian Estienne à la préfecture avec du trafic de voitures où j'aurais pas payé 3 voitures avec qui je suis allée avec des amis et on a vu les personnes. Alors d'après la préfecture, les voitures, je les aurais pas payées, donc les banques n'auraient pas fait la levée de gages. Mais alors comment les gens, ils ont pu vendre les voitures? On est allé voir, j'ai les attestations écrites et enregistrées bien sûr. Comment ils auraient pu vendre les voitures sans problème alors qu'il y a toujours le gage à la préfecture? Pour expliquer ça. Parce que moi, dès que je lève le petit doigt ou dès que je fais un pied de travers, paf, je me prends un coup sur la tête. Là, il n'y a pas de... Les voitures sont gagées, mais eux, ils arrivent à vendre les voitures quand même. Il n'y a pas de plainte contre moi. Par contre, il n'y a que les banques qui disent « elle n'a pas payé, elle n'a pas payé ». C'est quand même bizarre, il faut expliquer ça. Mais bon, Christian Estienne, il fait partie de la famille par mariage. Alors, il y en a un autre qui s'appelle également Robert Jean. C'est celui qui m'a vendu la maison, qui se fait complice donc de Garnier et qui est de famille Pierre. Alors, quand j'ai acheté la maison ici, c'était une ruine. Il y avait un arbre qui poussait au milieu. C'était vraiment, et moi j'adore les vieilles pierres, j'aime bien retaper, j'aime quand il y a une âme quelque part, voilà. Mais par contre, cette maison, elle était un petit peu spéciale. Le garage était impeccable. Partout, attends, je vois que tu as mal à la main, au bras. Partout, si vous voulez, c'était des ruines. Par contre, le garage était impeccable. Et puis, il y avait même de l'électricité dans ce garage. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et dans cette voiture, dans ce garage, il y avait une voiture verte. Chaque détail a son importance.